Je reviendrai également autour de la vie quotidienne sur un dernier aspect qui est celui de la place de Marie-Antoinette. Comme vous l'avez compris, elle ne s'installe donc pas dans l'appartement de la reine, elle abandonne son petit appartement isolé en attique et elle se retrouve dans des pièces où en fait toute la famille vit. Donc d'une certaine manière, il n'y a plus vraiment d'appartement de Marie-Antoinette. Il y a une sorte de mise en retrait de la reine que les historiens interrogent pour savoir est-ce que c'est une demande de Louis XVI, est-ce que c'est un souhait de Marie-Antoinette, est-ce que cela leur a été imposé par l'ambiance générale. Nul ne le sait, mais c'est quelque chose qui est véridique, en tout cas spatialement. Il y a un réel retrait, une sorte d'invisibilisation de Marie-Antoinette, ce qui n'est pas du tout le cas dans le quotidien de la famille royale, puisqu'elle est l'un des pivots de cette famille, que par elle passe, il circule beaucoup d'informations, beaucoup de correspondances, beaucoup aussi d'accueil d'émissaires ou de personnes de confiance qui transmettent des messages, et tout cela se passe dans ces petits appartements du rez-de-chaussée où est installée Marie-Antoinette. Mais je crois qu'il y a une conférence encore sur ce sujet, notamment, donc je n'irai pas plus loin. Donc voilà, la famille royale est confrontée à des dynamiques très différentes, puisqu'il y a cette permanence de la vie de cour qui continue jusqu'en août 1792, avec bien sûr un étiolement du nombre de présents au fur et à mesure où les départs en émigration s'intensifient, mais jusqu'au bout. Vous avez ainsi la comtesse de Damas, le 25 juin 1792, donc nous sommes 5 jours après la journée des sans-culottes, je reviendrai sur cette journée, qui est la première invasion, souvent oubliée, du palais des Tuileries. Donc 5 jours après cette invasion, où elle considère que tout l'univers se represse à nouveau aux Tuileries, que la vie de cour reprend son exercice. Donc est-on face à un monde en trompe-l'œil, des personnes qui essayent de s'auto-persuader que le monde ancien peut continuer, ou de deux réalités qui vivent côte à côte, ce qui est sans doute le cas, puisque les témoignages concordent sur la presse régulière aux Tuileries. Un petit excursus maintenant sur le jardin, mais pour être assez bref, ne pas oublier que les Tuileries, depuis leur création à la Renaissance, fonctionnent avec des jardins. Donc nous ne sommes plus du tout face au jardin de Catherine de Médicis, mais face au jardin d'André Le Nôtre, qui ont conservé jusqu'à nos jours la plus grande partie de leur économie. Donc vous avez face au Palais des Tuileries, après la terrasse, une première partie qui est composée de parterres, d'ordonnancement très classique, rythmé par 3 bassins ronds, donc le bassin rond central et 2 petits bassins latéraux. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le grand couvert qui part en direction de l'ouest presque jusqu'à notre actuelle place de la Concorde et où se trouve tout un ensemble de bosquets comme on l'entend également au château de Versailles. Ce grand couvert s'achève par le grand bassin octogonal qui, lui, se poursuit par les 2 grandes rampes qui permettent de monter au-dessus des bastionnements qui venaient fermer les jardins des Tuileries au niveau de notre actuelle place de la Concorde, à l'époque place Louis XV. Et vous aviez tout au bout un système qu'on appelait le pont tournant, qui avait été mis en place à la Régence, un pont mobile qui permettait de s'ouvrir et de se fermer, et ainsi de bloquer l'accès au jardin des Tuileries, ou au contraire de l'ouvrir. De manière latérale, le jardin des Tuileries était bordé au sud de ce qu'on appelait la terrasse du bord de l'eau, comme son nom l'indique, au bord de la Seine. Et de l'autre côté, par la terrasse des Feuillants, à cause du couvent des Feuillants qui se trouvait ici. Et entre le couvent des Feuillants et cette terrasse qui faisait la longueur, se trouvait le manège, donc une salle de manège équestre qui avait été bâtie par Robert de Cotte en 1721, et sur laquelle je reviendrai, donc manège couvert, qui était précédé ici, vous voyez, de cette grande zone sableuse, qui était le manège ouvert pour les exercices extérieurs lorsque cela était possible. Donc voici un dessin d'un graphique que j'apprécie beaucoup, qui est dans les collections du musée du Louvre, et qui représente la promenade du Dauphin en 1790-1791, puisqu'il va y avoir 2 périodes très différentes qui vont rythmer la vie des jardins et la vie de la famille royale durant leurs 3 ans. Alors, ce dessin a été très connu, puisqu'en fait, c'est un dessin préparatoire pour une estampe qui a été très diffusée et qui s'appelle Le Jeune Patriote. Donc, je vous lis la légende qui accompagne l'estampe qui a été réalisée. Un enfant âgé de 11 ans, habillé en uniforme national et armé d'un petit fusil avec son sabre et sa giberne, suivit au matin au château des Tuileries son papa, qui était de garde auprès de Sa Majesté.
L'enfant, nommé Graffin, fit l'exercice dans le jardin, et chacun admira sa bonne grâce. Monseigneur le Dauphin, se mettant parmi les spectateurs, le petit militaire lui présenta les armes. « Ah, ma bonne !» s'écria Monseigneur le Dauphin, « voilà un bien jeune patriote !» L'enfant répondit avec esprit, « Mon prince, nous le sommes tous en naissant. » Donc en effet, le thème de la promenade de la famille royale autour du dauphin devient vraiment un lieu commun, un poncif dans les témoignages des mémorialistes, des visiteurs étrangers et dans l'iconographie, vous savez, l'iconographie très d'actualité qui est très très importante dans ces années-ci. Vous avez ainsi un voyageur russe, Karamzine, qui écrit en 1790 « J'ai vu le dauphin aux Tuileries, charmant enfant, ange de bonté et d'innocence. Comme il sautait avec sa veste de couleur foncée et son ruban bleu sur la poitrine, comme il était heureux de respirer un air pur. De tous les côtés, les gens accouraient pour le voir et tous retiraient leurs chapeaux. Tous entouraient avec joie l'aimable enfant, qui leur répondait par la caresse de son regard et de son sourire. Le peuple aime encore le sang de ses rois. » Nous sommes en 1790. Donc je vous présente ici ce dessin qui date en fait de 1791, pendant une petite imprécision sur la vue, puisque la légende indiquait qu'il s'agit du prince royal, donc nous sommes déjà sous la monarchie constitutionnelle qui est mise en œuvre en septembre 1791. Donc on le voit vêtu de l'uniforme de la garde nationale, mais vous voyez peut-être deux détails au bas du dessin. Vous voyez un râteau et un petit arrosoir. Voilà, le prince Louis-Charles était féru de botanique, de jardin, depuis tout petit. C'est déjà le cas avec sa mère au hameau de la Reine. Et cela se poursuit aux Tuileries. Et dès qu'ils arrivent, devant le palais des Tuileries, il y a un parterre, des parterres de le nôtre, qui est ceint de barrières pour qu'il puisse tout d'abord jouer. Puis on lui aménage, tout au bout du jardin des Tuileries, du côté de la place Louis XV, deux jardins successifs. Le premier ici et le second, qui va être le plus long, ici, pour qu'il puisse, plusieurs heures par jour, prendre l'air tout en étant un petit peu isolé. Je vous rappelle que le jardin est toujours semi-public et à partir d'avril 92, il redeviendra un bien national ouvert à tous. Mais voilà, que l'enfant ait un espace pour jouer. On va lui aménager des petits bassins, une volière, une pépinière, une petite serre. Et on a donc tous ces différents témoignages. Et je vais vous en lire deux derniers que je trouve très touchants. Donc le premier de Pauline de Tourzel, que je citais déjà tout à l'heure dans ses souvenirs. « Tous les jours avec ma mère, j'accompagnais Monsieur le Dauphin à la promenade dans les Tuileries. Quelques gardes nationaux, sous les ordres d'un chef de bataillon, escortaient Monsieur le Dauphin. Ils écartaient la foule qui se pressait sur son passage. Mais jamais nous n'eûmes à nous en plaindre. On n'entendait que les exclamations sur la beauté du jeune prince, et nous étions heureuses de l'intérêt qu'il inspirait. Ma mère sentit combien de semblables promenades seraient peu profitables à la santé d'un enfant, et sur sa demande, le roi fit aménager la pépinière du jardinier du palais, donc c'est le premier jardin, celui que je citais ici, qui devint le jardin particulier de Monsieur le Dauphin. Nous y passions 3 heures tous les jours, et le jeune prince pouvait au moins prendre l'exercice nécessaire à son âge. » Et un autre témoignage du célèbre voyageur anglais, Arthur Young. « Par les ordres du roi, on a réservé un petit jardin pour l'amusement du dauphin. On y a bâti un petit pavillon où il se retire en cas de pluie. Je le vis à l'ouvrage avec sa bêche et son râteau. Nous sommes 2 grenadiers pour l'accompagner. C'est un joli petit garçon d'un air très avenant. Il ne passe pas sa 6e année. Il se tient bien. Partout où il va, on ôte son chapeau, ce que j'observais avec plaisir. » Et donc ces promenades dans les jardins, avec la foule qui est auprès d'eux, qui les acclame, est une thématique qui va disparaître à partir de 1791, qui est vraiment l'année charnière où bascule complètement la relation de la famille royale avec les Parisiens, l'Assemblée nationale, et où le palais des Tuileries, qu'on peut présenter comme étant une résidence curiale surveillée, va pour la famille royale vraiment basculer au statut de prison curiale. Et je dis ce terme à dessein, prison puisqu'ils sont emprisonnés, mais curiale puisque continue à s'y déployer la vie de cour. Et donc voici, en guise de transition avec les événements révolutionnaires qui vont permettre de conclure cette présentation, une eau forte qui présente sans aucun peuple de Paris, aucune personne présente, une promenade de Marie-Antoinette, du dauphin, de Madame Elisabeth et Madame Royale, après la fuite à Varennes, lorsque la surveillance de la famille royale s'accroît,
La famille va être presque enfermée du 25 juin 91 à leur retour jusqu'en septembre 91. Tous les droits d'accès vont être revus. Il n'y a plus que 450 personnes qui auront droit à des entrées, à des degrés divers au sein du palais. Et Lafayette va faire jusqu'à installer dans l'escalier de la reine un portrait de la reine pour que les gardes nationaux, qui bien sûr œuvrent par rotation, ne puissent pas ignorer le visage de la reine et la reconnaître en cas de tentative de fuite. Donc voici pour terminer une présentation où je ne vais pas raconter tous les événements révolutionnaires, le but n'est pas là, mais de rappeler voilà ce qui se passe et ce qui amène au 10 août 1792. Tout d'abord, donc la salle du manège que je vous ai évoquée, qui date de la Régence pour l'éducation équestre de Louis XV et qui va rester académie équestre jusqu'à la Révolution française. Sauf qu'au retour du roi se pose un gros problème. L'Assemblée nationale constituante est à Versailles, dans une très grande salle, la salle des menus plaisirs, qui a été aménagée au fur et à mesure des semaines et qui convient très bien aux travaux parlementaires. Il leur faut suivre le roi. Mais où aller à Paris? Aucune salle n'existe et n'est disponible pour accueillir les députés. Donc, il s'installe tant bien que mal provisoirement sur l'île de la Cité, dans les locaux de l'archevêché de Paris, le temps que l'architecte Paris rénove la salle du manège pour la transformer en salle de séance, avec des gradins de tous les côtés et la création sur les longs côtés au milieu de la tribune du président et de la tribune de l'orateur principal, avec des tribunes supérieures permettant à tout citoyen le souhaitant de venir assister au débat parlementaire. Et c'est là que vont se nouer, être débattues toutes les plus grandes réformes du début de la Révolution française et celles de la monarchie constitutionnelle. Louis XVI va y venir en tout 6 fois seulement, pour de grandes dates, pour bien sûr la reconnaissance des droits de l'homme et du citoyen, pour prêter serment sur la nouvelle Constitution, lors de la fête en l'honneur de la nouvelle Constitution, pour prononcer la clôture de l'Assemblée constituante, pour ouvrir l'Assemblée législative, et le 10 août 1792 pour venir y trouver refuge avec sa famille. Et comme vous le savez, il y reviendra en décembre 92, mais n'étant cette fois-ci bien sûr plus souverain, mais pour son procès qui aura lieu à cet endroit. Pour l'anecdote architecturale, c'est la première fois que ça a été mis en œuvre. L'architecte Paris a tenté de mettre en œuvre le premier traitement d'air dans cette salle pour que l'air soit un petit peu plus chaud l'hiver et s'adoucisse un petit peu l'été. Voilà, la surchauffe des débats parlementaires ne date pas d'hier. Donc voici un exemple de la venue de Louis XVI le 4 février 1790 à l'Assemblée constituante pour reconnaître les droits de l'homme et du citoyen.